Bonjour et bienvenue dans cette capsule Comment fidéliser ses équipes en télétravail et mode hybride. Je m'appelle Isabelle Collige-Dufresne, je suis CRHA, fondatrice de GoDuco. Ça fait plus de 15 ans que je travaille en ressources humaines. J'ai eu le plaisir et la chance d'accompagner des équipes de travail, d'accompagner des employés, d'accompagner des gestionnaires et des leaders. Et ça me fait plaisir de pouvoir partager avec vous mes connaissances et mon expertise pour relever vos défis humains plus spécifiquement aujourd'hui par rapport à la fidélisation de ses talents dans cette nouvelle ère virtuelle. Alors, cette formation vise spécifiquement les managers, les leaders, les gestionnaires, peu importe votre titre, là, mais vous êtes responsable d'une équipe qui est composée au moins d'une autre personne. Et surtout, vous n'avez pas de pouvoir décisionnel sur, par exemple, les politiques et les programmes qui sont conçus pour les ressources humaines, soit pour attirer, fidéliser, la façon que les gens sont payés, c'est quoi les avantages sociaux. Donc, vraiment, vous êtes responsable d'une équipe, mais vous devez moyenner avec les moyens du bord, si je peux dire ainsi, afin de les fidéliser là, dans vos pratiques de télétravail et en mode hybride. Donc, cette formation-là est pour vous et pas pour les gens. On ne va pas parler de comment bâtir des politiques et des programmes, mais plutôt, ils sont déjà en place, le carré de sable est défini, et puis c'est votre terrain de jeu dans lequel vous devez jouer pour fidéliser vos gens. Alors, j'ai 3 objectifs principaux d'apprentissage que je voudrais parcourir avec vous dans le cadre de cette capsule. La première, c'est de mieux comprendre. Et ce que je veux dire par là, c'est évidemment, on va regarder un petit peu de théorie, le comportement humain, tout ça, mais c'est important de placer les choses sur le portrait plus large dans lequel se retrouvent nos organisations, le marché du travail. Ça change, ça évolue, mais il y a des choses aussi qui restent les mêmes à travers le temps. Les bases vont quand même être là. Alors, c'est important de parler de ça. Le deuxième objectif, c'est de vous donner un mindset rehaussé, votre posture mentale par rapport à votre rôle de leadership et de fidéliser vos gens, qui a été changé après le visionnement de cette capsule. Donc, tu sais, c'est décourageant quand quelqu'un démissionne. Alors, comment rendre ça, comment augmenter votre sentiment de puissance, que vous sentez moins impuissant face à la situation, comment diminuer ce découragement-là et avoir plus de plaisir à mener toutes les responsabilités que vous avez en tant que gestionnaire. Le troisième objectif, oui. Donc, c'est de vous donner évidemment des pistes actionnables. Alors, c'est bien beau la théorie, mais on veut rendre ça plus concret. Alors, je veux rendre ça le plus simple possible et le plus adaptable d'une entreprise, d'une industrie à une autre. Mais l'idée, c'est de vous présenter des idées, des choses à proscrire, mais aussi de porter attention aux petits pièges dans lesquels on peut tomber malgré nous. Alors, c'est ce qu'on va couvrir, c'est ce que je vais tenter d'atteindre comme objectif avec vous dans cette capsule. Avant de plonger dans le vif de la matière, je prends une petite minute pour parler de terminologie et de définition. Justement, le but, c'est de ne pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. Il y a des nuances entre certaines terminologies, mais le jargon RH, je veux pas trop qu'on se mêle avec ça. Alors, d'un point de vue fidélisation, ça parle aussi de rétention, ce qui est un terme qui est très commun, la loyauté. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un reste chez nous? Ce qui fait que notre taux de roulement il est bas, ce qui fait qu'il y a peu de départs volontaires. C'est ce qui englobe tout ce qui est fidélisation. On va aussi beaucoup parler de motivation. Et considérons que ce qui est en lien avec l'engagement, la mobilisation, c'est tout un peu dans le même ensemble. Il y a des nuances sur ces termes-là, des définitions bien spécifiques, mais je veux juste garder ça simple. Supposons que motivation, engagement, mobilisation, c'est une grande famille, c'est interchangeable. Et évidemment, il y a une interrelation entre la fidélisation et la motivation. Donc, par exemple, plus on a un environnement qui est motivant et enrichissant, plus on a envie de rester. Par contre, ce n'est pas une garantie. Donc, on peut très bien avoir quelqu'un qui adore travailler chez nous, mais pour toutes sortes de raisons, la famille déménage, ils se font offrir la job de leur rêve. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas motivés chez nous, mais ça veut dire qu'ils décident de quitter. Donc, ce n'est pas une garantie. Il y a corrélation, mais pas causalité entre fidélisation et motivation. Parenthèse fermée. Alors, parlons du portrait plus global, donc le contexte socio-économique et organisationnel.
La pénurie de main-d'œuvre, qui ne fait que s'intensifier et s'aggraver, donne vraiment, je dirais, le gros bout du bâton aux employés. Donc, ils ont un embarras du choix, la compétition, elle est vraiment féroce. En parallèle, la société, les valeurs, nos mœurs évoluent et ça vient évidemment impacter le marché du travail. Alors, par exemple, c'est important d'avoir un équilibre travail-famille. Les employés valorisent ça vraiment beaucoup. On veut des entreprises qui gèrent de façon humaine. On veut aussi des milieux de travail qui sont inclusifs de vraiment tout le monde, peu importe l'âge, la culture, notre orientation sexuelle et tout ça. On cherche aussi une entreprise qui a un impact positif sur l'environnement. Et qu'il y a beaucoup de belles choses qui ressortent de ça. Mais ça se complexifie, ça se diversifie et ça amène bien évidemment son lot de défis. Justement, en parlant de défis, un grand dans lequel on peut se retrouver quand on est gestionnaire, c'est de se sentir pris entre l'arbre et l'écorce. Et d'un côté, on veut gérer, mener nos équipes avec bienveillance, avec gentillesse, mais parfois on a besoin de mettre notre pied à terre, on a besoin de s'affirmer, on a besoin d'utiliser notre droit de gérance. Par contre, on pourrait se faire canceller par le cancel culture. Tout ce qui est en lien avec la diversité, équité, inclusion, on peut avoir vraiment peur de dire quelque chose qui va être interprété de la mauvaise façon, là, de se faire réprimander. Euh, Aussi, ce qui est en lien avec le stress, le burn-out, nos employés, ce qu'ils vivent, l'anxiété qui augmente. Il est où notre rôle de gestionnaire là-dedans? Jusqu'où est-ce que je peux aller pour les appuyer ou quand est-ce que je traverse une ligne de non-retour? Donc, il y a vraiment une espèce de croisée, on se sent à une croisée des chemins par rapport à ce genre de défi-là. Qu'est-ce qu'on fait? Parmi les défis qui se sont rajoutés sur la pile, c'est comment est-ce qu'on gère le télétravail, qui est vraiment de plus en plus commun. Non seulement commun, mais en plus attendu. Alors, tout le monde a ses préférences, que ce soit du point de vue de l'employeur, que ce soit du point de vue des employés. On n'accorde pas le même degré d'importance aux différents avantages et aux différents inconvénients qu'amène le télétravail dans nos organisations. Je voulais vous présenter les statistiques derrière moi. Ce sont des résultats des recherches de Gallup qui fait des études et des recherches à toutes les années. Et plus spécifiquement dans ce cas-ci, c'était un sondage, une recherche sur les préférences en lien avec le télétravail. Donc, parmi tous les différents rôles, c'est pas tous les rôles qui peuvent être faits en télétravail, bien évidemment. Dans les résultats de cette étude-là, ça se moyennait 5 rôles sur 10 en général pouvaient être faits en télétravail. Et parmi les personnes qui détenaient des rôles qui pouvaient être faits de façon virtuelle, donc les résultats étaient les suivants. 6 personnes sur 10 préféraient le mode hybride, alors qu'un tiers des personnes détenant ces rôles-là préféraient être 100% en télétravail et il y avait seulement un 10% des gens qui préféraient être 100% en présentiel. Alors, le fait qu'on offre du télétravail, soit 100% ou en mode hybride, c'est déjà un bon départ par rapport à la fidélisation. Par contre, ça ne suffit pas. C'est sûr que dans notre façon de le gérer au quotidien, encore une fois, vous êtes gestionnaire, donc peut-être vous ne pouvez pas décider de c'est quoi la politique de télétravail dans votre organisation, mais il y a certainement des choses que vous pouvez faire qui vont affecter soit positivement ou négativement la motivation et donc de manière plus long terme la fidélisation des gens dans votre équipe. Pour motiver d'autres personnes, c'est important de s'intéresser à notre motivation à nous en tant que leader et gestionnaire. Ici que je vais vous parler de la théorie de l'autodétermination des chercheurs Dechy et Ryan qui sont très calés au niveau de la motivation. Et un premier volet de la théorie de l'autodétermination, c'est le locus de contrôle et comment on se trouve sur un spectre pour notre motivation, qu'elle va venir de sources plus intrinsèques, mais aussi de sources plus externes. Et là, si je suis pour venir appliquer ça à un rôle de gestionnaire, si par exemple, je suis un leader et
le sens et la valeur à laquelle j'accorde à ce rôle-là est plus intrinsèque. Je vais, par exemple, triper à accompagner mes employés. C'est vraiment un pur plaisir de les accompagner à développer leur potentiel, leurs connaissances, puis de les voir évoluer. Si je suis motivée de façon plus externe, peut-être que j'ai accepté un rôle de gestion parce que ben, c'est comme ça que ça marche, on monte les échelons dans la société, c'est comme ça, c'est ce qui est attendu. Peut-être que j'accorde beaucoup d'importance aux titres puis aux avantages que j'ai. Le niveau de responsabilité doit être élevé. Par contre, la portion de gestion d'employés, on la trouve plutôt lourde, on s'en passerait, on n'a pas vraiment de plaisir là-dedans. Alors, c'est important de se retrouver le plus possible du côté de la valorisation interne et que notre motivation soit intrinsèque, parce qu'on va se le dire, les défis qui viennent avec les rôles de leadership et de management, ils sont, je vais dire, énormes et ils peuvent demander beaucoup de temps et d'énergie et d'efforts. On doit se développer nous-mêmes. Donc, pour relever des défis comme ça et pour aimer avoir un certain plaisir à relever ces défis-là, ça va pas mal mieux quand on est motivé, je dirais, de façon la plus intrinsèque que possible. Maintenant, le deuxième volet de la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, ce sont les 3 piliers de la motivation. Alors, on a l'autonomie, la compétence et la relation. Alors, en ce qui a trait à l'autonomie, c'est vraiment notre degré de liberté, de choix. Est-ce qu'on est beaucoup affecté par des limites, des contraintes, des conséquences? Ça peut venir par l'externe, donc par exemple, si on se fait sanctionner pour avoir mal fait quelque chose, des lois, des procédures par exemple, mais on peut aussi s'affecter soi-même. Donc si par exemple on est perfectionniste et qu'on veut rencontrer des standards théoriques très élevés, on est en train de nuire à notre propre autonomie. Maintenant, la compétence, elle, donc c'est tout ce qui englobe la connaissance, l'expérience, les habiletés, que ce soit quelque chose d'inné ou acquis à travers le temps, le pilier de compétence va évoluer. Puis il faut aussi regarder le degré auquel c'est perçu. Donc, par exemple, on peut avoir des employés qui, par exemple, ne se trouvent pas si bons que ça. Nous, comme gestionnaire, on peut vraiment voir le potentiel, on trouve que le rendement est vraiment bon, mais eux, ils ne se trouvent pas si bons que ça. Bien, leur pilier de compétences, dans le fond, il est réellement la façon qu'il affecte leur motivation et leur capacité d'aller vers l'avant. Ils vont peut-être plus avoir de retenue parce qu'ils ne se trouvent pas aussi bons et ne se lancent pas autant de défis. Vous voyez un lien de corrélation entre le pilier de compétences et d'autonomie. C'est évidemment, plus, par exemple, on gagne de l'expérience avec le temps, plus on ajoute des cordes à notre arc, notre coffre à outils est plus étoffé, on est capable de résoudre des problèmes plus rapidement, donc on est beaucoup plus autonome par rapport à comment on peut faire avancer les choses. Le troisième pilier maintenant, celui de la relation, la théorie de l'autodétermination fait plutôt référence à l'affiliation, mais on peut aussi parler de partnership. C'est vraiment les relations au sens large. Donc, on va en parler évidemment dans cette capsule sur la fidélisation des employés en télétravail. Mais il faut juste retenir, dans le fond, c'est la qualité de la relation est vraiment importante. Donc, nous, notre relation avec nos employés, mais aussi la relation entre eux. Hein, on fait partie d'une équipe. Donc, jusqu'à quel point est-ce que chaque individu sent qu'il peut être soi-même ou est-ce qu'il y a plutôt peur d'arriver avec ses imperfections, de se faire juger, par exemple. Si on est capable, en tant qu'équipe ou avec chacun de nos employés, d'aller vers des conversations courageuses, d'être dans le débat, de se montrer vulnérable, notre pilier de relation va affecter, donc en conséquence, la motivation de façon globale. Alors, ces 3 piliers-là, essentiellement, ce sont les besoins fondamentaux, des ingrédients cruciaux à notre santé mentale, psychique, psychologique et tout ça.
Avant de vous illustrer comment ça vient s'appliquer dans le télétravail et comment on peut les optimiser, je vais aussi vous parler de thèmes importants pour les talents. Donc la liste, ça peut être vraiment longue, là. Toutes sortes de monde cherchent toutes sortes de choses et qui vont influencer leur choix pour rester dans un emploi et être épanoui. Mais les 4 thèmes que je vous présente sont, selon moi, vraiment des choses sur lesquelles vous pouvez avoir un impact direct, donc indépendamment de ce que votre organisation offre comme programme ou politique. Donc, le premier, c'est le développement de compétences et de carrière. Alors, vraiment, vous êtes un ou une allié au développement de compétences et de carrière de chacun des membres de votre équipe. Il y a l'aspect aussi de santé mentale et bien-être. Donc, comment est-ce qu'on mène ces discussions-là? Jusqu'à quel point un employé est capable de nous dire jusqu'à quel point il est stressé, tout ça. Alors, vous avez un impact direct. Il y a aussi la diversité, l'équité et l'inclusion. Un gros sujet important et très chaud. Mais vous, votre zone d'influence, elle est beaucoup plus grande sur l'aspect inclusion. Donc, peut-être vous n'avez pas, tu sais, c'est des programmes d'attraction qui font en sorte que les CV vont être vraiment diversifiés. Tu sais, peut-être vous avez moins d'influence là-dessus. Par contre, les gens qui sont dans votre équipe là, ou les nouvelles personnes qui intègrent votre équipe, jusqu'à quel point est-ce que vous êtes capable de les aider à se sentir inclus, une partie intégrale de cette équipe-là. Donc, c'est là-dessus qu'on va miser. Et puis, le dernier thème, mais non le moindre, qui est important pour les talents, c'est du leadership qui est authentique, ouvert et transparent. Donc, bien évidemment, c'est directement en lien avec comment vous menez vos équipes et jusqu'à quel point vous scorez des points sur ce thème-là. Alors, je vous propose un moment de réflexion, question de prendre une petite pause pour déposer les différents éléments qui ont été nommés et expliqués jusqu'à présent. Donc, on a parlé d'éléments contextuels, d'un point de vue sociétal, mais aussi organisationnel. On a aussi parlé d'aspects théoriques en lien avec la motivation, par exemple. Donc, je vous invite à faire pause sur la vidéo. Prenez 3 à 5 minutes pour écrire des prises de conscience que vous avez faites, que ce soit, par exemple, une confirmation de quelque chose que vous saviez déjà ou confirmation d'une force que vous avez ou que vous êtes sur la bonne voie. Et d'un autre côté, prenez aussi en note les éléments qui vous ont peut-être plus surpris, qui vont peut-être vous demander d'adapter votre façon de faire, de repositionner votre façon de voir les choses. Bref, des prises de conscience qui méritent peut-être plus de réflexion et d'introspection. Prenez un 3 à 5 minutes et on se retrouve tout de suite. Alors, le moment est venu de concrétiser ce qu'on aura vu jusqu'à date. Je vais illustrer et je vais vous inviter à faire des liens avec les éléments qu'on a vus jusqu'à présent et de faire des liens dans l'histoire que je vais vous raconter. Donc, c'est une histoire, je vais vous parler de 2 personnages fictifs, mais vraiment, sachez que les éléments que j'amène de l'avant, les exemples, les petits éléments de narration sont vraiment puisés dans mon expérience. Alors, c'est comme si c'était basé sur une histoire vraie. Je vais vous parler de 2 personnages fictifs, Zoé et Charles, qui dans le fond essentiellement travaillent dans la même entreprise, mais pas dans le même département, ils n'ont pas le même gestionnaire. Et j'ai choisi de vous parler de leur histoire, mais spécifiquement d'un moment de vérité typique en entreprise, une discussion de carrière. Donc, où s'en va, où va se développer ma carrière en entreprise. J'ai choisi ce moment de vérité-là justement parce qu'on l'a vu, que c'était dans les thèmes importants pour les talents. Alors voilà, pendant que je vous raconte l'histoire, je vous invite à faire des liens avec les 3 piliers. Donc l'autonomie, la compétence, la relation, le partnership. Alors ces 3 éléments-là, comment est-ce que les gestionnaires de Zoé et de Charles sont en train d'influencer positivement ou négativement les piliers par rapport à comment ils mènent ces discussions de carrière avec Zoé et Charles. Alors, du côté de Zoé, un jour, elle décide de prendre son courage à 2 mains et d'exprimer à son gestionnaire qu'elle sent qu'elle, bientôt, elle va avoir fait le tour du terrain
et qu'en parallèle, il y a un autre département où ce serait essentiellement un petit peu un changement de carrière, mais le travail dans ce département-là semble super intéressant et stimulant. Elle est vraiment curieuse, mais elle ne sait pas trop. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, son gestionnaire? Il a décidé de la mettre en relation avec l'autre gestionnaire du département en question. Ils ont fini par aller luncher ensemble. Il lui a expliqué euh, toutes les différentes connaissances, le parcours typique de quelqu'un qui travaille dans ce département-là. Ils lui ont même offert de rencontrer d'autres personnes dans son département. Elle a eu des rencontres virtuelles, des fois c'était pour parler de leur parcours, les défis qu'ils ont rencontrés. Puis à d'autres moments, c'était vraiment des séances où est-ce qu'elle pouvait observer, voir, se faire une tête un petit peu de comment est-ce qu'elle se voyait dans ce département-là, dans ce changement de carrière-là. Plus de ça, le gestionnaire de Zoé l'a amené au département des ressources humaines pour élaborer une espèce de plan d'action sans être une promesse et un engagement qu'elle allait effectivement changer de département, mais au moins il y avait un plan de match par rapport à comment ses compétences allaient évoluer pour qu'elle puisse un jour faire ce changement-là. Alors, du côté de Charles, ça se passe pas vraiment de la même façon. Charles a des rencontres régulières opérationnelles avec son gestionnaire. Mais il parle de la progression des projets, c'est quoi les tâches qui ont été accomplies, celles qui restent encore à faire, c'est quoi les problèmes qu'il rencontre. Par contre, quand Charles amène le sujet de sa carrière, ça s'en va où, son gestionnaire lui répète toujours qu'ils n'ont pas vraiment le temps de parler de ça là, puis que ça va devoir avoir lieu un petit peu plus tard. À force de se faire répéter cette cassette-là, ça commence à être décourageant. Alors, quand Charles a vu passer un affichage de poste interne d'un emploi qui l'intéressait, ben, il a décidé d'appliquer. Et ben, après, quelques jours plus tard, son gestionnaire est venu le voir pour lui dire qu'il avait retiré sa candidature parce qu'il ne pouvait pas se permettre d'avoir une chaise vide pendant 3-4 mois, le temps que ça allait prendre pour le remplacer. Alors, pas du tout la même expérience que Zoé, n'est-ce pas? Et si je vous demandais de vraiment faire un exercice de se regarder dans le miroir, pour vrai, vous écoutez cette capsule-là, on est tout seul. Est-ce que vous faites vivre des moments de vérité qui ressemblent plus à ce que le gestionnaire de Zoé lui a fait vivre ou est-ce que ça ressemble plus à Charles? Du côté de Zoé, elle avait vraiment un allié à son évolution. Son gestionnaire a créé des ponts, il a ouvert des portes. Elle voit comment ses compétences dans le long terme vont évoluer. Alors, les piliers, les compétences et autonomie sont vraiment là. Puis d'un point de vue relation, c'est sûr qu'elle a une bonne relation avec son gestionnaire, mais en plus, elle commence déjà à en avoir avec d'autres personnes avec qui elle avait potentiellement travaillé. Puis du côté de Charles, ben, il est peut-être un petit peu plus laissé à lui-même. On lui a même enlevé des droits d'appliquer un autre rôle. Alors, le pilier d'autonomie n'est pas très, très fort. Les compétences, ben, ils risquent de plafonner assez rapidement. Puis d'un point de vue relation, ben, c'est sûr, il ne se sent pas écouté. Il ne sent pas qu'il y a un allié qui tient à cœur à son évolution et son développement. Probablement son gestionnaire, c'était pas du tout dans ses intentions. Il ne veut pas faire vivre ça, mais c'est arrivé malgré lui. Alors, je vous invite à faire un petit moment d'introspection, parcourir les différents moments de vérité. Puis il y en a énormément des moments de vérité. Là. Puis par moment de vérité, c'est que c'est un moment qui est chargé. Là. Tu sais, on va se souvenir de ce moment-là. Fait que c'est-tu notre première journée? C'est-tu notre première semaine? Comment on a été accueillis et intégrés au sein de l'équipe et l'organisation? Notre évaluation de rendement, quand on est parti en congé de maternité, quand on s'est ouvert puis qu'on a parlé du fait qu'on croyait vivre du harcèlement psychologique par un collègue, quand on s'est ouvert et parce qu'on sent qu'on s'en va vers le burn-out. Qu'est-ce que vous faites vivre à vos employés dans les moments de vérité? Que ce soit en présentiel ou en virtuel ou un mélange des deux, ça revient à ça, la base. Et mis à part cette base du fonctionnement, le comportement humain et la motivation, il y a un autre élément de base qu'on se doit de placer et c'est la grosseur de notre terrain de jeu.
Donc, si par exemple, on retourne à l'exemple de Zoé. Son gestionnaire pouvait aller voir un département des ressources humaines qui était tout à fait un allié, je veux dire, à maximiser les piliers. Mais peut-être vous, dans votre organisation, ce n'est pas le cas. Peut-être qu'il n'y a pas de département de ressources humaines du tout, ou peut-être il est loin, de façon centralisée, dans un autre building et il ne travaille pas de façon très, très conjointe avec vous. Alors, les éléments sur lesquels vous n'avez pas de contrôle, vous devez de faire le deuil de ça. Donc, malgré toutes vos bonnes intentions de maximiser la motivation et du fait de la fidélisation de vos équipes, il y a des choses qui ne sont pas dans notre contrôle et on veut faire le deuil de ça. Donc, ça peut être des petites choses comme des plus grandes choses. Évidemment, cette formation-là était dédiée aux gens qui n'avaient pas de contrôle ou d'autorité directe sur bâtir des programmes et des formations. Alors, notre terrain de jeu, il est plus petit. Alors, c'est quand même important d'avoir, je dirais, une bonne vue d'ensemble sur les éléments sur lesquels on peut vraiment avoir un impact. Puis l'idée, c'est de les maximiser le plus possible. Donc, on veut capitaliser le plus possible sur notre zone d'influence. L'idée, c'est d'augmenter la motivation le plus possible sur ce qui est dans notre contrôle et donc de maximiser la fidélisation des gens dans notre équipe. Alors, votre zone de contrôle, c'est votre zone de dialogue. Je vous invite vraiment à voir le dialogue comme votre façon, votre solution passe-partout pour fidéliser. Donc, peu importe l'organisation, l'entreprise, le style de gestion que vous avez, dialoguer avec vos employés va vraiment être votre arme secrète pour maximiser la motivation et donc la fidélisation. Alors, et quand je parle de dialogue, ça va vraiment dans les deux sens. Donc, on parle d'écoute, on parle de demander de l'information, du feedback, comment on répond. C'est vraiment une danse et un échange qui se veut dynamique. Et c'est ce que je veux dire par dialoguer. Alors, l'aspect virtuel du télétravail, voyez-le plutôt comme c'est juste un autre lieu qui s'ajoute au lieu qu'on avait en présentiel, donc au bureau ou dans différentes salles de conférence ou peu importe où est-ce qu'on dialoguait. Le télétravail est simplement un autre lieu virtuel où va se dérouler le dialogue. Alors, on va parler de certaines pistes sur quand et comment on va dialoguer avec chacun des individus qui composent notre équipe. Je vous suggère fortement d'avoir des rencontres régulières, si ce n'est pas déjà quelque chose que vous avez. Donc, il faut déterminer la fréquence, la durée de ces rencontres-là. Évidemment, si on a une équipe de 2 personnes versus 15 personnes, on ne peut pas se permettre les mêmes choses, mais c'est vraiment, puisque la magie se passe dans ces moments de dialogue, il faut vraiment qu'il y ait une espèce de régularité pour pouvoir aller scorer des points sur tous les moments, les sujets de discussion où vous devez d'apprendre à connaître votre monde, être curieux sur qu'est-ce qui les motive, qui ils sont, les particularités de leur culture, qui se sentent vraiment inclus dans l'équipe et compris, que vous puissiez avoir des discussions, je dirais, plus courageuses, s'il y a des sujets de santé mentale qui sont mis sur la table. Ces moments-là, en one-on-one, ils sont vraiment précieux. Vous pouvez aussi alterner, par exemple, ces rencontres-là. Une fois de temps en temps, ça peut être au téléphone au lieu d'être devant l'écran. Ça va venir aider aussi à un aspect, là, je dirais, de santé, de bien-être physique. Ça peut être aussi parler pendant qu'on marche dehors. J'établirais aussi une espèce de fréquence quand il y a des rencontres opérationnelles, mais il faut qu'il y ait une fréquence aussi pour les discussions à saveur plus soft. Donc, quand est-ce qu'on va parler de évolution de carrière, formation, toutes ces choses-là. C'est important aussi de donner du feedback de façon régulière. Donc, le plus live possible, éviter les surprises et donner du feedback sur quelque chose qui est arrivé il y a 6 mois. Ce sont des moments aussi où est-ce que vous pouvez vraiment pratiquer votre écoute. Hein? La communication, c'est pas juste ce qui sort, mais c'est aussi ce qui va rentrer dans nos oreilles. Donc, comment est-ce que vous recevez les messages? Essayez de faire des reflets sur ce que vous comprenez de ce que votre employé vous dit. Posez des questions si c'est pas clair. Puis vraiment, vous voyez ça comme des occasions où vous accompagnez tout défi potentiel que l'employé peut avoir. Vous êtes un copilote, un allié, un support. Puis c'est dans ces discussions-là individuelles que vraiment la magie va se passer.
Alors, les pièges typiques que j'ai vus dans ces communications individuelles-là. Euh, en fait, essentiellement, c'est ce qui va nuire au fait de se sentir reçu et écouté. Alors, tout ce qui tombe dans rassurer, minimiser ce que l'autre vit, solutionner pour l'employé, présumer comprendre rapidement, je vous dirais, portez attention de ne pas tomber dans ces pièges-là. Si vous voyez, vous discutez là, d'un sujet qui est vulnérabilisant, quelque chose qui est important, quelque chose qui touche les thèmes, les sujets importants pour les talents qu'on a parlé plus tôt dans cette formation-là, prenez votre temps d'écouter, de comprendre, de valider, parce que prendre ce temps-là, ça va être payant dans le long terme, parce que justement, vous avez un impact sur votre motivation et la fidélisation de votre équipe. Et pour ce qui est des pistes sur quand et comment dialoguer en équipe et optimiser ce dialogue-là avec le groupe, je vous invite vraiment à privilégier la co-conception, de partager votre pouvoir décisionnel avec l'équipe, euh, évaluer, réévaluer comment vous collaborez ensemble de façon virtuelle, de façon hybride. Puis prenez, c'est pas juste d'écouter puis là, de faire à votre tête. Vraiment, on peut on peut laisser un cadre clair. Là. Justement, il y a des politiques de télétravail qui sont en place. Alors, vous allez devoir co-concevoir quelque chose qui fonctionne dans ce terrain-là. Mais vraiment, pour maximiser la motivation, donnez-leur, permettez-leur d'avoir un petit pouvoir décisionnel par rapport à comment vous collaborez ensemble. C'est sûr que les pratiques ou les moments en présentiel sont vraiment, je dirais, idéales pour connecter entre humains. Puis tout le reste des choses, ça peut être fait en virtuel, comment on collabore, comment on fait avancer les projets. Mais un bon petit 5 à 7 virtuel, ça fait pas de mal non plus. Si par exemple, on est en 100% en télétravail, ça peut être une autre façon là, d'avoir un moment. Mais vraiment, retenez que la co-conception et décider ça en équipe sur comment vous fonctionnez pour que ça fonctionne pour vous, ça va vraiment être la façon la plus optimale pour maximiser la fidélisation de votre équipe. Alors, rapidement, quelques pièges typiques que je vois dans la façon de dialoguer, de télétravail en équipe. Le micromanagement, ça témoigne vraiment d'un manque de confiance, de quand on ne voit pas nos employés, on ne sait pas ce qu'ils font. Ça nuit vraiment au pilier de l'autonomie, puis la perte de temps qui est mis à comme prouver qu'on travaille. Vraiment, il y a pas grand-chose de positif là-dedans, mais c'est très, très, très courant. Tolérer des comportements nocifs. Donc, s'il y a quelqu'un dans l'équipe, en plus en télétravail, on voit peut-être pas nécessairement quand quelqu'un dans notre équipe a un comportement là, qui est nuisible, mais il faut absolument protéger la sécurité psychologique du groupe, sinon on est en train de nuire aux piliers de relation. Du présentiel, un autre piège, c'est du présentiel forcé, mal organisé. Fait qu'il y a différentes façons que ça peut se manifester. Je vais vous donner un exemple. On peut dire, il y a des politiques de télétravail où c'est comme tant de jours, en autant qu'un jour par semaine, on est au bureau, ou tant de jours par mois, on est au bureau, sauf que souvent, les gens se retrouvent seuls et ils sont en Teams avec des gens qui sont en télétravail. Ou un autre exemple récent, très grande entreprise, quelques milliers d'employés exigent que le télétravail se fasse seulement le jeudi et le vendredi et qu'on doit absolument rentrer du lundi au mercredi. Par contre, quand tous les employés sont au bureau, les salles de conférence ne sont pas assez grandes. On est tassé. Et ça veut donc dire que des fois, on est dans nos bureaux. Il y a des employés qui sont dans leur bureau et ils font leur rencontre d'équipe. En présentiel, tout le monde est au bureau, mais on est sur Teams parce qu'il n'y a pas une salle de conférence qui est assez grande. Donc, c'est ça que je veux dire par du présentiel forcé, mal organisé. Ça peut se manifester tellement de différentes façons. Mais vraiment, si on se voit, on veut que ça compte, puis que le temps de déplacement en a vraiment valu la peine. Un autre piège, c'est, je dirais, quand un gestionnaire donne des permissions de télétravailler de façon différente d'une personne à l'autre. Donc, à l'intérieur même d'une équipe, certaines personnes se font dire, tu peux télétravailler de cette façon-là, tant de jours par semaine, et une autre se fait dire autre chose. Donc, ça, c'est assez répandu, non recommandé.
Alors, on poursuit, on continue de faire des liens avec ce qu'on a déjà vu. Comment optimiser les piliers en télétravail? Vraiment essentiellement, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus parce que vous êtes capable de faire des liens et d'adapter ça à à votre milieu et à votre organisation. Mais moi, je vous invite à vous voir comme un instrument à solution pour vos employés. Visez ou réfléchissez comment offrir un service à la clientèle 5 étoiles pour eux dans la mesure du possible. Évidemment, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, mais le plus possible. Donc, si par exemple, vous remarquez qu'il y a un employé qui ne sait pas tout à fait comment utiliser un des outils de collaboration virtuelle, ben faites en sorte que ils apprennent comment. C'est-tu vous qui allez lui montrer comment utiliser Slack ou si c'est peut-être quelqu'un d'autre sur l'équipe qui est vraiment bon avec l'outil, qui peut passer du temps avec lui. Mais juste faites quelque chose pour augmenter le pilier compétences, par exemple. Pour le pilier de l'autonomie, c'est d'augmenter vraiment les permissions. Par exemple, de permettre des heures réduites où est-ce qu'on est obligé d'être en ligne. Est-ce que les meetings d'équipe peuvent commencer un petit peu plus tard dans la journée? Vraiment leur laisser un lousse, une flexibilité et une confiance pour pouvoir télétravailler, faire ce qu'ils ont à faire. Puis, ils vont vous en être reconnaissants. La motivation va être plus au rendez-vous et évidemment, la fidélisation aussi. Et j'invite aussi à réfléchir à comment la connexion, ne pas sous-estimer la qualité de la connexion que vous êtes capable d'avoir avec les membres de votre équipe. Il y a plein de belles discussions qui peuvent avoir lieu sur Zoom. J'accompagne des clients de façon virtuelle. Je ne les ai jamais rencontrés en présentiel, puis il se passe vraiment des belles choses. Donc, ne sous-estimez pas. Il ne faut pas se dire que le virtuel élimine l'aspect humain. Ce n'est pas vrai. C'est vrai que c'est différent, mais de là à dire que ça va nuire, que la présence du virtuel nuit au pilier du relationnel, c'est pas vrai. C'est faux. Alors, je vous invite à vous challenger puis d'adapter. Vraiment, faites des liens. C'est une grille d'analyse. Les 3 piliers de la motivation, c'est une grille d'analyse très simple que vous pouvez appliquer à votre organisation, à votre style de leadership, puis naviguer ça avec votre équipe. La formation tire à sa fin, puis je vais terminer sur un autre moment de réflexion. Alors, je vais vous inviter à faire pause, puis de prendre un 5-10 minutes pour réfléchir à, premièrement, une action petite, simple, quelque chose que vous pouvez changer dès demain. Est-ce que c'est un petit truc à modifier pour augmenter un des piliers, une petite chose à mettre en place ou à discuter avec votre équipe qui va impacter un des sujets importants, mais une petite chose que vous pouvez faire dès demain. Et aussi de réfléchir à une action à mettre en place dans le prochain mois et qui demande un petit peu plus de planification. Peut-être vous devez collaborer ou impliquer d'autres personnes. Mais donc, voilà. Donc, essentiellement, un 5 à 10 minutes pour réfléchir à une action vraiment simple et une action qui demande un petit peu plus de préparation. Donc, l'idée, c'est de mettre en mouvement et en action et appliquer dès que possible des choses que vous avez apprises dans cette capsule de formation. Allez-y, faites pause. Alors, pour terminer, il y a 3 clés essentielles que j'aimerais vous reteniez par rapport à la fidélisation des talents en télétravail. Première chose, c'est que fidéliser ses employés en télétravail, c'est pas plus difficile ou plus facile qu'avant l'arrivée du télétravail dans nos vies. C'est tout simplement différent. Les bases de la motivation et de la fidélisation restent les mêmes. Deuxième clé à retenir, c'est que votre zone d'influence sur laquelle vous avez à capitaliser, c'est le fait de dialoguer avec les individus dans votre équipe. Que ce soit en one-on-one ou en plus grand groupe, c'est vraiment comme ça que vous allez être capable d'évaluer, de regarder le terrain et dire « Ah, ce pilier-là est plus bas. Ah, ce sujet-là, on n'est pas capable d'aller naviguer dedans. La santé mentale, il faut aller là. » Donc, ce ne sont que des exemples, mais vraiment, dialoguer, c'est votre façon d'être agile et flexible. Peu importe la situation dans laquelle vous trouvez, peu importe l'équipe que vous menez qui change ou l'organisation où vous allez travailler, peu importe, dialoguer, c'est vraiment votre ingrédient magique à la fidélisation. Puis finalement, la troisième clé à retenir, je reviens à l'aspect de valorisation interne et de sens. Parce que votre motivation de leader, c'est comme votre bassin d'énergie dans laquelle vous pouvez puiser pour motiver les employés dans votre équipe.
Alors, votre motivation est en lien direct avec leur motivation et leur fidélisation. N'oubliez pas que vous êtes dans une position vraiment unique pour faire une différence dans la vie des gens. Puis ça, c'est vraiment puissant. Et voilà ce qui termine cette formation. J'espère que vous repartez avec au minimum une chose là, qui va vraiment vous être utile. Ça me ferait vraiment plaisir de connecter avec vous, d'apprendre à vous connaître. Évidemment, je ne vous vois pas et je ne peux pas interagir avec vous. Je vous invite soit à me rejoindre sur LinkedIn. Vous avez mon adresse courriel et mon site web également si vous voulez en savoir plus. Alors, au plaisir de faire connaissance et puis bonne continuation dans la fidélisation de vos équipes. Bonne chance.